Bien. Bonsoir à tous. On va attendre. Vas-y, Michel. Bonsoir, Michel. Attention à vous. Allez par là. Bonsoir à tous. On va commencer pendant que je crois que la feuille est en train, ou elle a fini de passer de. D'accord. Je procède à l'appel des présents. Catherine Barbereau. Claude Schaeffer a donné son pouvoir à Madame Billy. Laurence Audibert. Fabrice Bussy. Isabelle Jodin. Fanny Billy. Lloyd Tran. Sandrine Martins. Marie-Agnès Descoux. Charlotte Lemétour a donné pouvoir à Madame Martins. Monsieur Jean-Marc Chauzac. Monsieur Patrick Michel. Mildred Puissant a donné son pouvoir à Monsieur Poignant. Et on pense bien fort à Mildred en ce moment. Madame Isabelle Dupré. Monsieur Christophe Lasserre. Monsieur Serge Poignant. Madame Brigitte Foulon. Monsieur Jean Bedu. Il y a un pouvoir. Non, il n'y a pas de pouvoir. Hervé Guise. Nathalie Belz a donné pouvoir à Madame Boirf. Monsieur Jean-Marc Lonchqueux a donné pouvoir à Monsieur Guise. Madame Magali Boirf. Monsieur Franck Paris. Madame Dominique Françoise. Monsieur Christophe Prudhomme. Et Monsieur Mapril Battista a donné pouvoir à Monsieur Prudhomme. C'est bien ça? Merci. Désignation du secrétaire de séance. Dans l'ordre, donc c'était Madame Brigitte Foulon. Monsieur Jean Bedu est absent. Je propose Hervé Guise, s'il l'accepte, pour secrétaire de séance. Très bien, merci Monsieur Guise. On passe à l'approbation du conseil municipal du 8 avril. Alors, en préambule, il y a évidemment une erreur. Devaient apporter les remarques que Monsieur Guise avait fait l'autre jour, puisqu'il avait respecté, on va dire, le règlement intérieur qu'on a voté à l'unanimité, c'est-à-dire à la fois donner en séance ses notes et dans les 48 heures ou 24 heures, je ne sais plus, je crois que c'est 48 heures, les notes en dématérialisé. Donc les remarques seront évidemment apposées au présent conseil municipal. Avez-vous des remarques sur l'approbation du procès-verbal du 8 avril 2025? Oui. Merci pour cette précision. Donc, concernant le conseil municipal du 8 avril, concernant vos points d'actualité, nous avons été très surpris de découvrir des affiches ou flyers qui n'ont pas été présentés lors de cette séance et qui n'ont pas leur place, selon nous, dans un procès-verbal dont l'objectif est de retranscrire et de conserver les échanges et décisions du conseil municipal. Nous vous demandons de les retirer. Page 9, concernant l'attribution des subventions aux associations. J'ai demandé juste à connaître les quelques projets qui font l'objet d'une subvention exceptionnelle. Vous avez répondu que ces points ont été vus lors de la commission et que vous ne répondrez pas à cette question. Vous avez noté l'absence de nos élus à cette commission. Cette posture nous a interpellés car les délibérations laissent toujours la place à des échanges, même pour des points abordés préalablement en commission. J'ai rappelé que cela avait été le cas en avril 2024, lors du même vote. Vous ne m'avez alors plus donné la parole. Page 15, question ensemble et citoyens de Pomponne, panneau d'affichage. Après votre réponse, Dominique Françoise a fait remarquer que la commission avait acté que la pause quai Godineau n'était pas utile. Vous l'avez confirmé et dit qu'il en restera donc un. Page 16, question toujours ensemble et citoyens de Pomponne, voyage intergénérationnel. Après votre réponse, Christophe Prudhomme a rappelé ce qu'il avait déjà pu dire, à savoir que ce voyage ne relève pas du budget du CCAS, mais de celui du fonctionnement municipal, et il a invité les membres du CCAS à relire la feuille de route. Il a souligné qu'une contribution financière est demandée et que celle-ci est en contradiction avec les principes du CCAS. Page 17, question Pomponne, un nouvel élan, subvention aux associations. Après votre réponse, je vous ai rappelé que plusieurs élus, dont moi, n'ont pas reçu le compte-rendu de cette commission. Vous avez dit que ce sujet allait être regardé et faire des tests. J'ai ensuite constaté que les pratiques des années passées n'étaient plus possibles aujourd'hui et qu'il y a bien une évolution dans le fonctionnement du Conseil. Je me suis interrogé sur comment formuler une demande de communication des dossiers de subvention ou de tout autre document. Vous avez répondu que ce n'était pas nouveau et que les sujets étaient abordés en commission.
Page 17, question Pomponne à Nouvel-Élan. Participation financière du repas des aînés. Après votre réponse, j'en ai déduit un montant individuel de 46,20 € pour 3 personnes. Je vous ai rappelé avoir attiré votre attention sur ce point et vous avez confirmé que ce tarif n'avait pas changé depuis 2023. J'ai constaté que le tarif a bien changé en passant de 44 € à 46,20 € et que ces participations ont été demandées et encaissées sans aucune base de délibération, ce qui est donc illégal. Ça sera tout pour moi. Merci. Donc on intégrera les remarques. Approbation de ce procès verbal. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe rapidement aux actualités avant de passer à l'ordre du jour. Donc, en ce qui concerne alors très rapidement, parce que effectivement, les événements passés, notamment, donc, on peut en retenir un, notamment le Forum de la sécurité, défense et citoyenneté, qui a été pour sa première édition une belle réussite, puisqu'il y a eu environ 450 visiteurs. Alors, en comprenant aussi les exposants, donc on peut en avoir une centaine peut-être, donc ça fait 350 visiteurs. Et je remercie tout particulièrement ceux qui ont participé, c'est-à-dire il y avait vu plus de 20 représentants des services divers, avec une belle synergie. Je pense que c'est un rendez-vous qui va se pérenniser, on l'espère. Et je remercie évidemment tous les services de la ville, ainsi que les associations qui se sont jointes à cette édition. Autre actualité, Révélons Pomponne. Donc, il y a eu la restitution de toutes les études et consultations avec les Pomponnais et les élus lors d'une réunion publique qui s'est déroulée le 27 mai. Le résultat est affiché sur les grilles du pôle mairie depuis cette date. Donc merci à tous les élus et les Pomponnais et les services pour cette belle vision de notre futur cœur de ville, vert, paysager et attractif. Une petite information, le permis de construire de la supérette notamment, qui est, on va dire, la première pierre à cet édifice cœur de ville, est déposé et les actions vont être maintenant phasées. En ce qui concerne l'enquête publique du PLU, donc depuis le 2 juin 2025 jusqu'au 3 juillet, donc ça sera clos avec le 3 juillet avec la présence du commissaire enquêteur qui sera en mairie de 14h à 17h le 3 juillet. Nous vous rappelons que les documents consultables en mairie et demandes en version dématérialisée par mail à notre adresse service.urbanisme@pomponne.org, ainsi que les remarques à déposer sur l'adresse qu'on connaît maintenant qui s'appelle enquête publique, tout attaché en minuscule, @pomponne.org. N'hésitez pas à venir faire des remarques, c'est fait pour ça. On a reçu des remerciements des associations pour les subventions que vous avez tous accordées lors d'un précédent conseil municipal. Donc on a reçu d'ores et déjà les remerciements de l'association des retraités de Pomponne et de English for Fun, sachant que les courriers d'attribution sont parvenus il n'y a pas si longtemps. Je pense qu'on va encore avoir de nouveaux remerciements de la part des associations. En ce qui concerne les futurs événements, je vais être assez bref. Alors évidemment, on est le 21 juin, donc c'est la fête de Pomponne qui cumule à la fois la kermesse de l'école, la kermesse des écoles, on va le dire comme ça, avec évidemment la participation de l'association du comité des fêtes de la fête des écoles, les parents d'élèves, les professeurs, les familles et les enfants bien évidemment, les concerts qui seront ensuite plutôt en fin de journée au stade des Arcades comme précédemment, avec un DJ set de 23h à 1h du matin. Donc 21 juin 2025, il fera chaud, donc prenez vos dispositions, mais en principe ça devrait aller. Et puis le 28 juin, il y aura un concert organisé, mais c'est plus le comité des fêtes de Pomponne qui organise dans les salles Simon Arnaud un concert. Je pense que toutes les informations sont sur leur page Facebook. Voilà, restez connectés, de toute façon c'est le bon réflexe, sur nos réseaux et sur les pages officielles de la ville de Pomponne et sur le site internet. Nous allons maintenant passer à l'ordre du jour à proprement parler, en commençant avec l'administration générale et l'installation d'un nouveau conseiller municipal en remplacement suite à la démission de M. Arnaud Schmitt. Et donc je vous propose que nous accueillions, qu'on passe au vote pour accueillir M. Franck Paris. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Alors, déjà, je peux peut-être lui donner effectivement la parole. Franck, si tu veux dire un petit mot. Il faut appuyer, c'est ça? Non. Oui, bon, je vous remercie de m'accepter parmi vous. Voilà, c'est un grand honneur pour moi de revenir parmi le conseil municipal. Voilà.
C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bienvenue, bienvenue. Donc on va prendre acte de l'installation de M. Franck Paris. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Bienvenue, Franck, au sein de ce conseil municipal. Point numéro 2, administration générale. Donc, c'est modification de la composition de 2 commissions communales qui fait suite, évidemment, à cette même démission de M. Arnaud Schmitt. Sur 2 commissions, à la fois la commission finances et vie économique et la commission travaux et infrastructures. Voilà, donc je vous propose de... Oui, question. Non, c'est pas une question, c'est une précision. Franck Paris remplacera bien Arnaud Schmitt à la commission travaux et infrastructures. Et c'est moi qui vais succéder à Arnaud Schmitt à la commission finances et vie économique. D'accord. Alors, donc ça veut dire que dans un premier temps, si c'est ça, il faudra que ce soit une décision de M. Franck Paris. Donc, on délibère aujourd'hui sur le remplacement en lieu et place de monsieur Arnaud Schmitt. Et ensuite, si vous... Ça, c'est votre libre arbitre. Si vous considérez que vous voulez démissionner de la commission finances et vie économique, on le fera la prochaine fois. Donc, je vous propose qu'on prenne acte de l'installation de M. Franck Paris dans un premier temps dans ces 2 commissions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Recomposition des conseillers communautaires. Alors ça fait suite à un accord local qui porte la fixation du nombre et répartition des sièges du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Alors c'est notamment dû au fait qu'il y a des bases qui changent, notamment parce que Bussy-Saint-Georges a perdu des sièges mécaniquement car il perd de la population, voyez-vous. L'accord local, il est plutôt favorable aux villes de notre strate, c'est-à-dire que l'accord local permet aux villes de moins de 3000 habitants de conserver 2 représentants au lieu de 1 représentant. C'est pour ça que vous avez dans la note la composition de la répartition afférente avec les différentes communes, où vous pouvez voir que donc Bussy-Saint-Georges passe à 13 sièges, Montévrain gagne 1 siège, et nous ça ne change rien pour nous, c'est-à-dire qu'on garde 2 sièges, comme toutes les villes qui vont de Ferrières à Pomponne en passant par Damar collégien et Chanteloup en Brie. Voilà, donc je vous propose que nous approuvions cet accord local qui fixe à 59 le nombre de sièges, sachant que ça ne change strictement rien pour nous. Nous avons toujours 2 conseillers communautaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point d'administration générale également, convention de mise en place d'un service commun relatif à l'assistance de la maîtrise d'ouvrage. Alors je crois qu'on a des slides de démonstration. Alors pourquoi un assistant à maîtrise d'ouvrage? C'est que, alors c'est pas venu de notre demande à nous, mais on pense que c'est un service qu'on peut tout à fait mutualiser, qui est très intéressant. Ça permet à nos petites villes pour lesquelles le directeur des services techniques n'a pas forcément la compétence très technique de pouvoir suivre les travaux, de bénéficier de cette assistance à maîtrise d'ouvrage. Je crois qu'il y a pas mal de villes qui ont déjà commencé à faire appel à ce service. Donc c'est un agent de la communauté d'agglomération qui s'occupe de faire ça. Ça permet vous l'avez dans la note, c'est-à-dire ça peut aller à la fois de la conception jusqu'à la réalisation, en passant par l'esquisse, le suivi des marchés, etc., etc. Pour un coût tout à fait tiré, hein, puisque vous l'avez dans la note, on peut les voir aussi. Alors, en ce qui nous concerne, on peut commencer par nos projets. En quoi ça peut nous concerner? Ça peut nous être utile dès maintenant, notamment sur les projets de voirie avec les ralentisseurs tels qu'ils avaient été annoncés, mais également pour le projet de ville. Donc ça permet d'avoir un meilleur suivi des marchés, spécifiquement sur des marchés de travaux, bien évidemment. Donc voilà, avec les services techniques. C'est quelqu'un qui a une compétence, notamment, surtout en voirie et en bâtiment. Il fait déjà pas mal de choses pour nos voisines communes. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? On peut tout à fait tout de suite passer sur le point peut-être financier qui nous permet de montrer combien ça nous coûte et comment... Ouais, voilà. Donc il y a des exemples, je crois, assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc voirie, éclairage public, équipement public et bâtiment, avec aussi développement énergie renouvelable. C'est très important pour les années qui suivent parce qu'effectivement, il a une belle compétence sur tout ce qui peut être utilisation des toitures pour installer des panneaux photovoltaïques notamment. Donc voilà, donc en fait,
comment ça se décompose? Alors, c'est un pourcentage de montant de travaux, ça c'est rien de nouveau, c'est toujours comme ça que ça se calcule. Alors c'est à la demande. Si on n'en a pas besoin, on ne l'utilise pas, c'est un service. Et si on en a besoin, selon les usages et selon les projets, parfois on peut en avoir besoin, parfois on peut ne pas en avoir besoin. Voilà, donc c'est réparti avec des enveloppes jusqu'à 30 000 euros. C'est 4% du montant, on parlait d'honoraires en fait, hein, et 170 000, à partir de 170 000, c'est 2% et 2%. Donc voilà, c'est comme ça qu'on décompose à peu près les enveloppes budgétaires de ce type de service. Encore une fois, c'est la convention, elle fait état de ces rétributions. C'est la même convention pour tout le monde. Donc si vous à la suite peut-être des questions que vous allez me poser, si vous m'autorisez à signer cette convention, on utilisera donc, selon nos besoins, ce service auprès de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Avez-vous des questions? Très bien. Eh bien, je vous propose qu'on passe à l'approbation de cette délibération qui m'autorise à signer cette convention avec Marne-et-Gondoire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Point numéro 5, administration générale toujours. Donc là, c'est la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public avec la société ATC France. Ça concerne un pylône au stade des Cornouillers et je passe la parole à Madame Catherine Barbereau. Merci Monsieur le maire. Donc là, il s'agit effectivement de poursuivre avec ATC. Donc vous connaissez tous le pylône qui est au stade des Cornouillers. Et donc la convention avait besoin d'être renouvelée et retravaillée, ce que nous avons fait. Je vous relis pas le texte, simplement il faut savoir que ça rapportera quand même à la commune presque 16 400 euros de manière annuelle, avec un taux d'actualisation de 2%. Et pour tout nouvel opérateur donc, qui viendrait se raccrocher sur ce pylône, qui demanderait peut-être un peu plus de surface, mais en tout cas, à chaque fois, on remet les 1 600 euros annuels aux 16 393 voilà, de cette année. Donc voilà ce que je peux vous dire, c'est une bonne recette par rapport à ce qui peut se faire aussi dans le coin. Par rapport également à la convention précédente, on a pas mal négocié les conditions pour que ce soit le plus équitable possible par rapport à ce qu'ils nous avaient proposé au départ. Donc je pense que c'est une convention qui est intéressante. Des questions? Avez-vous des questions? Oui. Hervé Guy. Ouais. Questions et remarques à la lecture rapide de la convention. Moi, j'ai trouvé que les conditions de résiliation, lorsqu'elles étaient à l'initiative de la mairie, étaient quand même lourdes de conséquences pour la mairie. Les conditions financières, disons, ça ne donne pas envie de résilier le contrat. Alors même si on comprend effectivement qu'il y a des investissements, mais je trouvais que c'était quand même très contraignant. J'ai l'impression que c'était plus contraignant côté collectivité que côté société. J'ai noté que sur le sujet qui avait été un sujet d'attention à l'époque, sur le côté sécurité et impact des rayonnements des ondes et tout, qu'il y a un contrôle sécurité qui peut être fait, que c'est gratuit, on peut le demander. La question c'est on peut en faire autant qu'on en veut ou c'est limité en nombre? Enfin, c'est pas précisé effectivement dans la convention. Après, voilà, on ne va pas non plus en faire tous les jours. Là, on a un contrat pour 12 ans, c'est ça, si je me souviens bien. Donc on en fera régulièrement, oui. Non, mais voilà, c'est ça, mais il n'y a pas oui. de périodicité de principe non, ou de il n'y a pas de périodicité de principe, donc je pense qu'après, ça sera... Voilà. Et puis, alors moi, c'est une réflexion un peu plus globale. Aujourd'hui, c'est 16 393 euros pour 40 mètres carrés et 3 opérateurs. C'est ce qui est perçu. Et je me dis que pour un opérateur supplémentaire, c'est 1600 seulement et 10 mètres carrés. Donc je me suis dit que ça paraissait du coup, les 1600 euros annuels pour un nouvel opérateur, ça me paraissait en tout cas pas proportionnel comme ça à une première lecture, par rapport aux 16 000, si j'arrondis 400 euros pour 3 opérateurs et 40 mètres carrés. Si je fais 3 opérateurs, ça fait 3 fois 1600, ça fait 4800, ça fait 30 mètres carrés, ça fait 3800 comparé à 16 400, j'ai l'impression quand même qu'il y a un décalage en matière de coût. Voilà, c'est une réflexion que... nous avait proposé qui était, je crois, 4 ou 5 fois moins.
Ouais, ouais. Mais bon, voilà, le raisonnement par rapport aux données qui sont dans cette... Oui, après, effectivement, voilà. Nous, c'est ce qu'on va toucher, nous, hein, en plus. Hein, on est bien Ouais, d'accord. ouais. Ça sera tout. Merci. Il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe au vote. Donc, afin de m'autoriser à signer la convention avec cet opérateur. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je redonne la parole à Madame Catherine Barbereau pour le compte de gestion 2024. S'il vous plaît. J'ai une déclaration. Oui. Comme chaque année, le comptable public, la trésorerie, établit et transmet à l'exécutif local un compte de gestion. Comme chaque année, le compte administratif retrace l'ensemble des mandats et titres de recettes de l'année écoulée de la commune. À la différence du compte de gestion, il reprend également les engagements juridiques en dépenses et en recettes restés à réaliser. Il est dressé par l'exécutif local et présenté au vote du conseil municipal. Le compte de gestion puis le compte administratif sont soumis au vote du conseil municipal qui peut constater ainsi la stricte concordance des deux documents. Si nous avons bien reçu le compte de gestion 2024 avec la convocation du 6 juin pour ce conseil municipal, l'annexe relative au compte administratif comportait cette indication. Une réunion est prévue avec le Trésor public le 10 juin 2025 pour la validation du compte administratif. Ce dernier sera transmis dans la foulée. Or, nous n'avons rien reçu dans la foulée et la commission finances du 16 juin, qui devait aborder le compte administratif, a abordé seulement les grandes lignes sans être en capacité de le présenter ni de le communiquer car il n'était toujours pas rétabli en raison de divergences avec le compte de gestion 2024. Pour rappel, le compte administratif est un document composé de 140 pages environ. N'ayant pas pu en prendre connaissance pour ce conseil municipal, nous vous demandons de reporter les points relatifs au compte de gestion et au compte administratif, les deux étant liés. Merci. Alors effectivement, vous avez raison hein, sur tout ce qu'on a dit, puisque de toute façon, vous avez eu effectivement le compte de gestion avec ce qui est, pardon de le dire, ce qui est le plus important, puisque c'est celui qui est validé par le Trésor public. Vous avez eu le compte de gestion en temps et en heure lors de la convocation initiale du conseil municipal avec les 12 jours francs de convocation. Dans la notification de la convocation, il avait bien été stipulé que dès le mardi 10, on devait avoir un retour de l'ATP conformément à ce qu'on avait dit et surtout pour vérifier la partie, on va dire, logicielle et l'extraction, pour ne pas les citer JVS, lors du mardi 10. Pour être clair avec vous, on a bouclé tout à l'heure à 16h avec ce prestataire, le compte administratif. Maintenant, le compte administratif, il représente scrupuleusement le compte de gestion, puisque c'est effectivement, comme vous le disiez, le compte ordonnateur et le compte qui montre comment ça a été administré auprès de la mairie. Donc, ce qu'il faut retenir quand même, et nous pâtissons tous de cette situation et on reviendra auprès de notre prestataire par rapport à ça. Je tiens à remercier aussi les services qui ont fait énormément d'efforts pendant 10 jours pour essayer de pallier ce manque, qui est un manque de notre prestataire, du logiciel, et je les ai eus tout à l'heure au téléphone, on n'était vraiment pas contents. Donc voilà, moi ce que je peux vous dire, ce qui est important aujourd'hui, c'est évidemment le compte de gestion. À partir du moment où ce que vous avez sur table, et encore une fois on peut le déplorer, représente scrupuleusement le compte de gestion, et il y a une totale adéquation entre le compte administratif de la ville et le compte de gestion, je considère que nous ne pouvons pas rapporter ce point. Mais du coup, par cette décision, nous ne participerons pas aux échanges ni au vote sur les points concernant le compte de gestion jusqu'au point affectation du résultat. C'est noté. Pour les deux voix que je représente du groupe ACP, nous ferons de même. Vous serez donc considéré en abstention. On ne peut pas se déporter du vote. On est d'accord.
Très bien, merci. Alors, j'avais prévu quelques slides pour vous, surtout pour montrer à quoi correspondent les dépenses et les recettes. Puis j'avais fait un petit topo moins détaillé que ne vient de le faire M. Guise, mais en tout cas, voilà. D'ailleurs, on avait fait le point en commission là-dessus. Donc le compte de gestion, comme le compte d'ailleurs administratif, retrace les recettes et les dépenses. Donc le compte de gestion, c'est vraiment les résultats financiers, puisque c'est la trésorerie, c'est le trésor public qui détient nos comptes. Comme vous avez un compte bancaire, le trésor public détient nos comptes. Et le compte administratif, c'est en fait la manière de dire les dépenses et les recettes en approche budgétaire, par rapport à ce qui a été fait, ce qui a été passé, sur quoi on a consacré nos budgets. Voilà, donc ça c'était juste un petit rappel. Donc il y a des informations qui sont à l'identique. Il faut quand même rappeler que l'an prochain, nous n'aurons qu'un seul document. Donc est-ce un effet de la simplification administrative? Mais en tout cas, il n'y aura qu'un seul document que vous aurez à voter. Il n'y aura plus de compte de gestion, plus de compte administratif, qui montre bien qu'à un moment donné, les deux sont tout à fait identiques. Peut-être avant de faire ma présentation, je laisse la parole à Monsieur le maire pour l'élection du président de séance pour le vote. Oui, absolument. Donc, on va passer effectivement au vote du président de séance. Donc, qui est désigné pour le président de séance pour présenter le compte administratif? Je propose Catherine. Ah oui, il faut voter d'abord le compte de gestion. Alors, est-ce que tu as fini ta démonstration du compte de gestion? Alors, fini. Je ferai, puisqu'on va parler de compte de manière plus générale, mais je ferai j'ai préparé une présentation de ce qu'on a fait avec les budgets et l'argent que nous ont confié les Pomponais. Donc je le ferai juste après. Oui, tu feras tout avec le compte administratif. Mais il faut voter le compte de gestion. Donc, je vous demande de bien vouloir voter donc le compte de gestion. Donc, qui s'abstient? On compte donc 1, 2. Tous ceux qui s'abstenaient tout à l'heure. Levez la main, s'il vous plaît. On ne participe pas au vote, mais dans la délibération, c'est considéré comme des abstentions. Mais nous ne participons pas au vote. Ça sera ok. Bon, on mettra donc le nombre d'abstentions. Ça fait 7 abstentions. Merci. Élection donc du président de séance pour le vote du compte administratif. Donc, Catherine Barbero se propose. Et je vous propose que nous passions donc au vote. Même nombre d'abstentions, je suppose, donc 7 abstentions, donc 7 refus de vote considérés comme abstention si vous le voulez, 7 abstentions. Et le reste approuve. Je vous remercie. Catherine Barbero est donc désignée. Merci, Monsieur le maire. Donc je vais faire une synthèse de ce qui a été, ce que vous avez pu lire et regarder dans les comptes. Merci. Donc juste sur le réalisé, donc on peut observer qu'on a sur les dépenses et les recettes des progressions de fonctionnement, une légère progression, et alors qu'elle est beaucoup plus importante sur l'investissement. Donc puisqu'on a forcément dépensé plus, j'ai ça qui me gêne, pardon. Voilà. Notamment sur le groupe scolaire, sur des investissements dont vous avez pu lire le détail tout au moins dans le compte de gestion, puisqu'il était à votre disposition, et des recettes qui sont dues soit à des subventions, à des taxes d'aménagement. Je vais revenir dessus de manière plus détaillée. Voilà. En commission finance, donc lundi dernier, il nous avait été demandé de montrer un petit peu la réalisation par rapport au budget.
Donc vous voyez qu'au niveau des dépenses, on est de fonctionnement, pour prendre ce chapitre-là, on est en dessous de ce qui était prévu au budget 2024, et qu'au niveau des recettes, on est un tout petit peu en dessous, mais effectivement peut-être dans une moindre mesure. Les investissements, on est, je dirais, dans les dépenses quasiment sur ce qu'on avait prévu, il n'y a pas de grande différence. Et sur les recettes, on est un petit peu moins. C'est essentiellement dû, pour faire rapidement une synthèse, c'est essentiellement dû au fait que nous allons toucher les subventions concernant l'école. Donc cette année, à la toute fin des paiements, puisque c'est le principe, lorsque tout est payé, on peut toucher les subventions. Voilà. Donc, très rapidement. Alors ce qui me semblait important à mettre en valeur, en dehors de la partie technique et la partie financière, c'est ce que reflétaient ces réalisations et la manière dont on avait utilisé les budgets en 2024. Donc ça correspond d'ailleurs à ce qui avait été prévu à la fois dans le DOB, dans le ROB, en début 2024. Donc j'essaie de vous présenter ça un petit peu par grands chapitres qui nous tiennent à cœur. Donc les solidarités, là vous avez un certain nombre d'actions qui ont été mises en œuvre. Donc déjà un budget pour le CCAS qui a été plus que doublé, à quelque chose près je pense. Donc qui s'élève à plus de 55 000 euros en 2024. Donc je pense qu'il va perdurer, je pense que ça a été prévu dans le budget 2025. Et qui a permis effectivement d'apporter l'aide de l'assistance, notamment entre autres l'aide de l'assistante sociale, qui est maintenant bien plus présente, et on voit combien elle est utile à toutes les personnes avec qui elle a des rendez-vous. Donc on a également permis à des jeunes, par l'aide au BAFA, l'aide au permis, à des jeunes de justement pouvoir se déplacer plus facilement quand ils avaient à aller à l'université ou au boulot en voiture. Et on les a aidés à financer, on a aidé les familles à financer la formation du BAFA et puis le permis. Développer l'intergénérationnel, donc c'est là, donc il y a toujours les repas qui se passent au centre de loisirs. On aimerait d'ailleurs qu'il y ait un petit peu plus de personnes qui viennent participer, qui viennent voir les enfants. C'est toujours très très apprécié. Toujours le service pour aller au marché, ça a été discuté. Bon, je ne vais pas reprendre ce qui est fait par la mairie et ce qui est fait par le CCAS, mais et puis je me suis permis d'ajouter les récrés de Pomponne parce que c'est un moment extrêmement important d'intergénérationnel et de solidarité. Il y a des personnes de tous milieux, de tous âges, des enfants, des anciens, des parents. Donc là, c'est quelque chose qui, en plus, ne demande pas forcément un budget énorme, mais qui demande beaucoup d'attention et beaucoup d'investissement personnel, donc, et qui fonctionne très bien. Donc un dimanche par mois, profitez-en. Et puis accompagner les associations, donc à la fois sur un budget financier, donc qui est quasiment le même que l'année dernière, que l'année avant, mais par contre ne pas oublier toutes les aides logistiques qu'on peut apporter, les locaux, les matériels, les mises à disposition de salles qui sont quand même des choses sans lesquelles, des contributions, sans lesquelles les associations ne pourraient pas fonctionner. Une association de sport, pour chercher une salle, c'est pas toujours évident. Donc, mais on est ravis de le faire pour eux. Alors, en quoi aussi ces autres dépenses, donc concernant la petite enfance, j'ai regroupé la petite enfance et le scolaire, sont le reflet de notre vision pour Pomponne. Mais il y avait déjà tout ce qui a été école, bien évidemment, et puis pour moderniser, pour adapter aux besoins qui sont les nôtres, qui seront les nôtres dans les années à venir, avec des beaux bâtiments et aussi des technologies, mais ça c'était plutôt des investissements de l'année d'avant. Initier un nouveau lieu pour la bibliothèque aussi, donc en prenant bien en compte effectivement ce que ça peut coûter en matière de dépenses de fonctionnement. On reviendra dessus peut-être sur la partie investissement. Et puis également cette année, un gros effort a été fait aussi pour répondre aux demandes des professeurs essentiellement et pour les activités qui ont été faites pour les enfants, que ce soit la classe de découverte, les activités culturelles et sportives, et puis de manière plus habituelle les fournitures scolaires. Bon, ça c'est tout à fait normal. Donc vous avez quelques chiffres en dessous par rapport à ces éléments.
Bien sûr, accueillir au centre de loisirs à la cantine. Donc ça, c'est la belle cantine a agrandi aussi. Donc, et puis le centre de loisirs où voilà, nos enfants sont, et les enfants des Pomponnais en tout cas, sont accueillis avec plaisir. Voilà. Sans oublier bien sûr les contributions qu'on peut avoir sur la crèche, bon, voilà, sur la pomponnière, où effectivement on a un certain nombre de berceaux. Alors tout ce qui est entretien maintenant, c'est un petit peu plus large, mais l'idée c'est bien sûr de maintenir avec l'aide des services une ville propre et des locaux. Hein. Alors je dis autant que se faire se peut, parce que bon, on a eu une année 2024 notamment au niveau végétation qui a été très prolifique, hein, donc on avait un petit peu de mal à suivre le rythme, mais on n'est pas les seuls. Je crois que même à titre personnel, chacun, si on a un jardin, on s'est aperçu que c'était un peu compliqué de suivre la poussée de la végétation au jour le jour. Et puis bien conserver au sens conserver en bon état notre patrimoine immobilier, donc tel que nous pouvons l'avoir, que ce soit les bâtiments de la mairie, les salles, les bâtiments en face, la maison des associations ou l'école, bien évidemment, avec la LSH, etc. Voilà, donc des budgets importants hein, sont consacrés à l'entretien et aux prestations de services, notamment en termes de ménage, en termes de propreté aussi, de nettoyage des locaux. Hein, vous voyez que c'est... je crois que ça se passe bien, on essaye de suivre ça le mieux possible. Et quand il y a des incidents, de les signaler, de rectifier surtout. Concernant l'énergie, on en a pas mal parlé en commission, mais on avait déjà évoqué le sujet. On a fait en 2024 des économies importantes par rapport au budget qui était prévu, hein, qui était largement, sur lequel on avait effectivement anticipé une augmentation. Je crois qu'on avait fait par 3 du coût de l'énergie. Et en fait, le fait d'avoir la trame noire, hein, donc, qui maintenant pose pas de problème, ça a un petit peu dérangé au départ, mais c'est normal. Et puis d'avoir remplacé les LED, ça nous a permis déjà d'abaisser les coûts de manière très très significative, les coûts de l'énergie. Et puis également d'avoir des subventions, tu fais bien de le rappeler Arnaud, pour la trame noire. Voilà, on a été un des premiers, dans le coin d'ailleurs, à le faire, et le premier. Voilà. Et donc, je vous ai mis, ça a été aussi présenté en commission, pour que vous voyez, on voit juste l'allure des camemberts, c'est peut-être écrit un tout petit peu petit pour être lisible, mais on voit un petit peu comment ça peut évoluer. On voit que par exemple sur 2023-2024, on a à peu près la même structure de dépenses suivant les grands postes de charge que l'on peut avoir, hein, au chapitre que vous connaissez bien, le 11, le 12, le 65 essentiellement, par rapport à cela. Donc avec des dépenses de personnel qui sont un petit peu en hausse, mais qui c'est vraiment à la marge, et ça correspond aussi au service. Je rappelle simplement qu'un pourcentage c'est fait d'un numérateur et d'un dénominateur, donc on a moins dépensé globalement, mais on n'a pas baissé les charges de personnel, on n'a pas réduit, on n'a pas licencié, pour autant que ce serait possible, et puis on a subi, oui, en quelque sorte, les hausses réglementaires, les changements de classe, etc., etc. Voilà, donc ça reste tout à fait maîtrisé. Et donc là, vous avez un graphe un petit peu plus détaillé qui vous montre un petit peu l'évolution, en sachant que sur certains... Voilà, attends, je vais le mettre là plus près, parce que je vais le voir. Ça va vite. Voilà, donc ça monte un petit peu les évolutions. Donc du total des dépenses de fonctionnement, on a un petit peu augmenté, mais enfin voilà, je pense qu'on fait aussi un peu plus de choses, et de toute façon, on a les recettes qui correspondent forcément, puisque c'est une obligation bien évidemment que nos budgets soient équilibrés. Les recettes de fonctionnement, donc vous aviez les chiffres tout à l'heure, elles sont en légère hausse. Je le rappelle, c'est important pour les Pomponnais, je pense, qui
payent des impôts fonciers, c'est sans augmentation du taux d'imposition. Donc ça fait depuis au moins depuis notre mandature, je ne sais pas avant, je n'ai pas en tête, mais en tout cas on a réussi, malgré les différents chocs et tout ce qu'on a pu nous annoncer, tout ce qui peut se passer aussi dans beaucoup de communes, on a réussi à ne pas augmenter le taux d'imposition. On a des recettes légèrement en hausse. Voilà, c'est les taxes qui arrivent un petit peu et puis ou les subventions de fonctionnement qui peuvent arriver. On était sur les fonctionnements, on passe maintenant aux dépenses d'investissement. Là aussi, toujours le reflet de ce qu'on souhaite, de ce qu'on met en œuvre pour Pomponne et les Pomponnais. Les actions PLU et cœur de ville, donc la révision du PLU que vous avez voté en début d'année pour le Pomponne de demain. Donc j'ai mis en protégeant notre environnement tout en respectant les obligations des plans d'habitation, qui sont des contraintes que les communes ont sur 2030, c'est 500 logements sur 2030, habitation. Voilà. Donc ça c'est un petit peu la quadrature du cercle, mais ça a été, donc toutes les consultations bien sûr étaient faites. Donc on parlait de l'enquête publique là tout à l'heure, donc ça suit son cours. Les aspects réglementaires suivent leur cours pour bien valider tout cela. Et puis on avait pris en 2024, on l'a poursuivi, monsieur le maire l'a précisé cette année, c'était les concertations sur les 2 OAP, on avait pris et donc il était déjà ressorti des choses très intéressantes des personnes qui avaient de ces concertations-là, avec les personnes qui avaient participé aux divers ateliers qui ont eu lieu. Donc tout ça, il faut savoir qu'un PLU, ça coûte cher. Parce que la révision déjà, mais bon, ça coûte cher, c'est long, il y a un certain nombre d'étapes et ce qui explique qu'effectivement on a des frais qui sont relativement importants et qui étaient prévus, mais qui étaient importants. Je suis en phase. Voilà. Les aménagements sportifs. Alors là, je pense que les enfants et même les parents sont sans doute heureux de voir qu'ils ont plus de structures sportives maintenant à disposition, enfin des neuves, certaines qu'on va remettre un petit peu en état, mais ça c'est plutôt pour 2025, qui correspondent aussi aux pratiques du moment. Donc le pump track, ça correspond aussi d'ailleurs c'était une idée qui avait été suggérée par le CMJ, si je me souviens bien. Donc, il faut que, ça correspond à ce que souhaitent les jeunes, ce qu'aiment les jeunes à pratiquer. Il faut aussi qu'on soit vigilant par rapport à ça pour en tenir compte, autant que faire se peut. Donc, les city-stades, les baskets 3-3, le pump track, le foot. Donc là aussi, je vous ai mis, ce sont des budgets assez conséquents, mais on avait vraiment décidé de le faire pour que les jeunes, soient plutôt sur les terrains de sport, et quand on passe aux arcades, parce que je passe plus souvent aux arcades qu'au stade des Corneliers, mais on voit que c'est plein tout le temps, quoi. Donc, tant mieux, c'est fait pour ça. Donc on est ravis d'avoir fait cet investissement. La petite enfance et le scolaire. Voilà, donc là, les travaux de l'école, ça c'est vraiment de l'investissement. Ça a été long depuis 2022. Donc là aussi, c'est toujours des projets sur plusieurs années. Donc on a, je pense, un beau groupe scolaire maintenant. Je vais vous faire... on a fait le bilan justement de ce que ça avait coûté à la commune. C'est juste dans le slide d'après. Et puis des travaux pour justement en proximité de l'école, dans des locaux disponibles, pour faire un nouveau lieu pour la bibliothèque. Donc on a fait en 2024, on a mené le désamiantage essentiellement. Et bientôt elle va voir le jour, puisque je crois qu'elle sera opérationnelle en septembre à la rentrée. Donc on va avoir des chouettes locaux, ça a été visité, ce sera aménagé, etc. Voilà tout ça. Voilà, tu précises. En tout cas, voilà, là aussi, c'est rapprocher aussi. C'était intéressant de rapprocher la bibliothèque de l'école. Ça permet de faire moins de mouvements aussi avec les gamins de faire des ateliers aussi, en dehors de ça. Et puis, enfin, ce sera ça par rapport à ça. Donc, ça se passe très très bien avec le service de bibliothèque de Marne-et-Comtois.
Vous avez fait une visite d'ailleurs récemment, donc c'est très bien passé. Voilà, on travaille bien ensemble. Alors le bilan financier du groupe scolaire, donc vous le voyez, le coût total un peu plus de 2 millions, 2,5 millions. Les subventions perçues à ce jour, donc presque 600 000 euros. On en a encore plus à recevoir. Donc, et puis toujours le choc de TVA, puisque vous savez que la TVA, on la paye tout de suite et on n'en récupère qu'une partie. Donc on n'en récupère que 16%, 404. Voilà, mais on le récupère souvent l'année d'après ou 2 ans après. Donc ça va être des revenus qu'on va avoir. Ce qui était important de voir, c'est que le groupe scolaire a été entièrement autofinancé par la commune, donc environ 800 000 euros. Donc voilà, grâce à ce que effectivement la bonne gestion précédente. Donc voilà, ça a permis de financer. C'était un choix aussi, hein, bien évidemment, de financer ce groupe en autofinancement complet. Alors la maintenance des bâtiments en termes d'investissement, donc la voirie, il y a quand même des choses qui sont faites, hein, sans doute insuffisantes, mais en tout cas il y a des choses qui sont faites. Et puis en dehors de cela, il faut aussi, on parle assez rarement des agents et des équipes, il faut aussi leur assurer un cadre de travail qui soit, qui soit sain et qui leur permette de mener toutes leurs missions. Donc il y a eu des matériels informatiques qui ont été un peu changés, les logiciels aussi. On voit bien que les déboires que certains logiciels nous amènent. Donc là aussi, il faut faire attention. Vous avez sans doute remarqué que la téléphonie aussi a changé. C'est début 2025, mais c'était déjà des projets. Voilà, petit changement de matériel, d'outillage, la chose classique. Alors j'ai sans doute oublié des choses, hein, il ne faudra pas m'en vouloir. Donc les économies d'énergie, donc voilà, c'est dans l'éclairage public, hein, ça, le montant du projet c'était plus de 282 000 euros. Bon, c'est fini, donc autofinancé aussi. Donc maintenant c'est terminé, donc on a terminé la troisième phase. Vous voyez que les choses ne se font pas, les investissements, ça se fait doucement. Les recettes d'investissement, je le rappelle, hein, c'est les taxes d'aménagement, les dotations, le FCTVA, donc ce qu'on récupère de TVA, et puis les subventions diverses et variées. Ça, vous trouvez le détail déjà dans le compte de gestion et aussi dans le compte administratif. Donc, on a eu une hausse importante versus 2023. Bon, c'est plutôt bien. C'est plutôt des reports de taxes d'aménagement il y en a une partie qui avait été faite. Et puis aussi des estimations prudentes dans le budget qui avaient été faites par rapport à ça. Je rappelle que là, par exemple, la taxe d'aménagement, on ne sait jamais trop quand est-ce qu'on va la toucher, même si on a une prévision en fonction de l'avancée des travaux et des immeubles. C'est toujours... et c'est toujours... voilà. Oui, alors exister. Bon, c'est encore du... Et puis les... Oui, Jean-Marc. Oui, voilà. Donc, ça, c'est Jean-Marc d'avoir lancé le mouvement et puis ça avance. C'est pas simple. D'abord, il faut y consacrer en général pas mal de temps, pas mal de vérifications. Et puis après, il y a tous les dossiers à faire. C'est pas forcément sans avoir forcément du succès partout. Mais en tout cas, on peut gratter des choses. Il y a aussi des budgets. Voilà, après, on peut travailler sur les budgets participatifs, sur des petites sommes. Ça peut aider aussi. Ça, c'est aussi les associations qui peuvent elles-mêmes travailler sur ces budgets participatifs pour obtenir des sous. Donc ça, c'est juste une synthèse. Donc sur 2024, uniquement sur les dépenses d'investissement, les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement. Par chapitre, ce sont les chiffres que vous allez retrouver dans les différents comptes. Donc c'est en phase avec le budget, même voire en baisse pour certains postes, pour le poste notamment des recettes de fonctionnement. Donc on peut dire ça n'est pas parce que
parce que donc sans doute parce qu'on a mieux géré les dépenses, c'est pas parce qu'on n'a pas fait tout ce qu'on voulait, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il faut rendre compte aussi aux agents de leur volonté aussi de saisir toutes les négociations possibles et les économies qu'on peut faire. Jean-Marc, tu voulais rajouter quelque chose, puisque bon, on a travaillé ensemble. Alors ça c'est les résultats, ça c'est les recettes. Voilà. Bon, je vous laisse regarder la synthèse. Si je suis pas sur le... je suis pas sûre, je prends pas le... Donc, oui, mais je vois le slide. Je vois le slide. Ça va. Donc, avant de passer aux résultats, puisque ça fait l'objet d'une autre délibération. Oui, après, j'ai juste les slides sur le résultat, donc je les présenterai. Oui, au revoir, monsieur le maire, vous reviendrez. Y a-t-il des questions, des remarques complémentaires ? Pas de remarques ? Merci. Donc je vais mettre au vote du compte administratif 2024. Donc qui parmi les votants qui est contre, qui s'abstient. Ok, merci de votre confiance à monsieur le maire. Le compte administratif est donc voté. Merci. On peut le rappeler. Et je vais lui rendre la présidence. Juste pour repréciser, ceux qui n'ont pas pris part au vote sont les mêmes qui se sont déterminés tout à l'heure. Donc ECP et PUN. D'accord. Monsieur le maire, je vous rends la présidence et j'ai le plaisir de vous dire que le compte administratif 2024 a été voté. Merci à tous. Point suivant, l'affectation du compte de résultats. Je vais redonner la parole à Madame Catherine Barbereau. Il faudrait pas. Là, je vais tourner juste. C'est celui-là qu'il faut que je vois pour présenter, parce que c'est celui qui est derrière. Estelle ? Merci. Donc en fait, tous ces éléments-là figurent dans la délibération numéro 9, donc sur l'affectation du résultat. Voilà. Donc j'ai pas de commentaires particuliers à faire. On a un très bon résultat, donc on va pouvoir affecter. Donc résultat de fonctionnement de 1 497 112,41. Un résultat d'investissement de là aussi affecté de 44 316,58. Voilà, avec un reste à réaliser de un peu plus de 75 000 euros. Voilà, qui nous laisse sur un besoin de financement de 31 503,53 euros. Voilà. Vous avez ensuite les explications. Tout est dans la délibération. Monsieur le maire, j'ai pas de... peut-être juste... Oh oui, monsieur, passer juste, et puis après, Estelle, s'il vous plaît. Voilà. C'était juste une chose aussi que je voulais préciser, c'est que l'endettement, on n'est pas très endetté, on le dit à chaque fois, on n'est même pas du tout endetté, quasiment, est très faible. On n'a pas de nouvel emprunt pour l'instant, donc il y en a un qui est tombé en 2024. Donc la capacité d'autofinancement par habitant, c'est environ 396 euros, ce qui est très bien. On a quand même diminué la dette donc, de 25 000 euros. Et puis on a un encours sur 13 ans, donc voilà, c'est tout à fait par rapport aux emprunts qu'on fait sur 20 ou 30 ans dans les communes. On a un encours de 13 ans, donc ça nous laisse aussi des possibilités. Voilà. Donc on a vraiment baissé notre endettement sans avoir contracté de nouveaux emprunts. Donc voilà, on a parlé de ce qu'on avait autofinancé, le groupe scolaire, l'éclairage public. Voilà, on a fait un gros effort là-dessus. Bon, après c'est une option qu'il faut regarder bien évidemment dans la bonne gestion des budgets.
on peut passer, revenez sur le résultat. Voilà. Encore un. Voilà. Puis après, on passera directement. Monsieur le maire, reprenez la parole pour faire voter. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet, l'affectation des résultats? Eh bien, nous allons passer au vote qui permet de décider d'affecter les résultats de l'exercice 2024 tels que vous le voyez affiché et de m'autoriser à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution par la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc ceux qui s'abstiennent, je suppose que c'est les mêmes que précédemment, les 7. Qui s'abstient, qui est contre, et donc le reste, le reste c'est bon. Ok, merci pour cette délibération. Point numéro 10, je repasse la parole à Madame Catherine Barbero pour le Fonds de solidarité logement, l'exercice 2025. Donc là, ça va être assez court. Hein, c'est des conventions qui sont obligatoires, donc on doit cotiser au Fonds de solidarité. Dans la note de présentation qui est faite chaque année, elle ne change pas beaucoup. Donc là, il y a toujours une cotisation, j'allais dire, par habitant, suivant donc c'est 0,30 centimes. Cette année, je crois que c'était la même chose l'année dernière. Sur la population, le nombre d'habitants de 2022, donc toujours un décalage forcément. Donc voilà, il s'agit simplement d'autoriser donc Monsieur le maire à renouveler la convention pour ce fonds de solidarité logement qui est quand même très, très intéressant pour les actions en faveur des personnes défavorisées. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote donc pour approuver cette convention et m'autoriser à la signer. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Prochaine délibération. Oui, c'est encore à Madame Barbero. Carte imaginaire, participation de la commune, Madame Barbero. Voilà, participation au forfait imaginaire. Donc ça, c'est la participation de la commune, bien sûr, au paiement des cartes imaginaires. Je vous rappelle que l'année dernière, on avait passé de 75 à 80 euros et qu'on l'avait permis justement, on l'avait mis en place aussi pour les étudiants. Hein. Et donc, il s'agit de renouveler exactement la même somme et la même cible, en fait, par rapport à ça. Je n'ai pas d'autre chose à préciser. C'est très important pour ces participations pour les jeunes hein, et puis pour les familles aussi. Oui, sachant qu'il y a déjà des administrés qui sont venus nous voir pour justement faire... et donc on attendait cette délibération, enfin on va la voter avant, hein, bien sûr. Mais on attendait, beaucoup de gens attendent cette délibération pour qu'ils puissent en profiter. Avez-vous des questions? Eh bien, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, à l'unanimité. Merci. Scolaire, modification des règlements intérieurs à LSH, restauration scolaire, études surveillées. Je passe la parole à Madame Isabelle Jodin. Merci Monsieur le maire. Donc du coup, je tenais déjà à remercier les membres de la commission qui sont venus mardi, car on a fait un travail très fructueux, surtout sur ce règlement qui n'était pas facile. Donc du coup, le règlement maintenant, il n'y en aura qu'un au lieu de 3, puisque finalement, il y avait des choses très rébarbatives. Donc ce qu'on a changé par rapport à ce qu'on a tous décidé, donc du coup, on a validé 3 repas. Donc repas sans porc, repas sans viande et le repas ordinaire. Ensuite, on a validé ensemble que les enfants à partir de 3 ans pouvaient venir. Alors ça se faisait déjà, mais ce n'était pas marqué dans le règlement. Ensuite, l'annulation de présence, on a changé juste pour les vacances scolaires, parce qu'en fait, les parents pouvaient annuler quelques jours avant les vacances scolaires, ce qui perturbait au niveau des effectifs du centre. Donc maintenant, il y aura des dates précises. Ensuite, les absences non communiquées sans certificat médical et jours d'achat seront facturés. Donc ça, c'était le cas, mais ce n'était pas noté dans le règlement. Pour tout ce qui est grève d'enseignantes et enseignants, parce qu'il y a des hommes, donc du coup, moins de 25% du personnel de l'éducation nationale. Pour ne pas surcharger les classes, du coup, les activités prévues seront automatiquement annulées. Les parents n'auront plus à appeler. Voilà. Pareil pour l'absence de l'enseignant, les services scolaires ne seront pas facturés.
Du coup, on avait eu des échanges sur le jour de carence. Donc, on était en partie pas d'accord, pour certains, d'accord pour d'autres. Donc, du coup, nous avons décidé de l'enlever. Voilà, on avait pris la majorité. Et donc, on a enlevé ce jour de carence. Donc, je l'ai enlevé du coup du document. Et le gros changement, c'est les mercredis. On va pouvoir maintenant c'est-à-dire que les parents vont pouvoir le sonder en deux. C'est-à-dire soit les amener que le matin, ou soit que l'après-midi, ou soit toute la journée. Voilà, c'était une demande des familles et du centre de loisirs. Par contre, ce qu'on n'a pas noté, c'est que du coup, il faudra qu'il reste pour le repas. Comme ça, au niveau des horaires, ça correspondra à la page 2. Voilà. Et sinon, je crois que c'est tout. Voilà. Merci. Ah oui, vous avez le document sur table, le dernier, du coup, qu'on a travaillé en commission. Alors, ouais. Vous l'avez, c'est bon? Enfin, l'opposition, du coup. Non, Brigitte, c'est l'opposition. L'opposition. Il y en a un par table. Donc effectivement, il y a eu des discussions. Donc merci d'abord pour le travail qu'Isabelle a mené avec les services, parce que c'était pas un petit boulot que de tout remettre en un seul règlement. Alors je précise qu'un règlement c'est fait pour évoluer aussi. Cependant, et c'est aussi pour cette raison, qu'on a décidé, que vous avez décidé d'enlever le point qui a chopé un peu entre vous, à savoir le jour de carence, dans la mesure où un règlement comme celui-là, il doit être adopté, à mon sens, à l'unanimité ou rien, et en l'occurrence, en tout cas, constitué à l'unanimité sur les membres présents d'une commission. C'est très important parce que c'est les enfants de tout le monde, quoi. Donc c'est important qu'il y ait l'unanimité sur ces points. Voilà. Est-ce que vous avez des questions Isabelle pourrait répondre? Oui, Hervé Guise. Merci. Bon, c'est bien d'avoir le document, mais ça aurait été du coup plus sympa de repérer en couleur les modifications par rapport au document qu'on avait. Parce qu'on a mis un document, d'habitude c'est ce que vous faites. Alors c'était tout à fait le même. En fait, il y a un paragraphe en moins. Le paragraphe qui était sur le projet, c'était les deux petits paragraphes qui concernaient le jour de carence. Donc, par rapport au repas. Il n'y a pas d'autre modif que la suppression de ce paragraphe? Non. On a modifié que les points et les nombres de repas. Oui. Non, mais 3 repas, vous aviez bossé en commission, ça. Ah, de 4 vous êtes... Alors, pardon, je reprécise. De 4, on est passé à 3, donc il y a 2 modifications. De 4, vous êtes passé à 3. Et on a enlevé les 2 paragraphes qui concernaient les jours de carence. C'était pas clair. Enfin, c'est pas que c'était pas clair. Ça n'a pas été forcément très étayé par les services, et on comprend vos interrogations par rapport à ça. On a complètement enlevé la partie jour de carence à ce sujet. Voilà les 2 modifications entre le projet et ce que vous avez sur table aujourd'hui. D'accord. Moi, je me cache. Qu'est-ce que je veux dire? Non, la question qu'on s'est posée, nous, mais je sais pas si elle a été évoquée, c'est que pourquoi on différencie la fin du centre de loisirs à 18h30 pendant les vacances scolaires, alors que dans les autres jours de la semaine, c'est 19h. Alors oui, ça a été les posé. Vacances scolaires, les parents travaillent pareil, quoi. Donc, Alors j'ai demandé du coup les explications, et en fait c'est parce qu'ils n'avaient pas d'enfants suffisamment apparemment à l'époque. C'est pour ça qu'ils avaient décidé de fermer plus tôt pendant les vacances. Et du coup, il n'y a pas de demande dans ce sens-là? Nous, on n'en a pas eu en mairie. Mais apparemment, effectivement, Nathalie Bells m'a fait remonter qu'il y a des parents que ça pouvait gêner. Bah oui. Donc, du coup, on ne pouvait pas le changer maintenant parce qu'il faut voir déjà en RH. Et puis ensuite, avec les animateurs, parce que ça change leur contrat. D'accord. Voilà. Mais on va se renseigner. Donc, la porte n'est pas fermée, Pas du simplement tout. s'il y a de l'amende... Exactement. Très bien. Donc là, on est en train de voir des gens RH, après avec les animateurs. Et ensuite, on fera sûrement un sondage pour voir combien de familles, parce qu'une année ne fait pas l'autre aussi. Donc je pense qu'après, il faut voir, voilà, selon les années. Je recherche, mais alors peut-être que j'avais mal noté, moi, ma page. C'était un sujet un peu sur l'arrivée des enfants. Moi, j'avais noté page 4 dans l'ancien règlement. Je n'arrive plus à retrouver, là. Où il est dit que les parents accompagnent l'enfant jusqu'à l'accueil du centre de loisirs, la SLR. Jusqu'à la porte, oui, tout Ouais. à fait. Mais alors la porte, c'est bien la porte du bâtiment. La porte du bâtiment, pas la grille. C'est ça qu'on considère. C'est ça qu'on considère. L'accueil de la SLH. Tout à fait. D'accord, très bien. En fait, c'est pour dire que les enfants ne doivent pas arriver seuls, surtout. Oui, mais non, mais l'accueil aurait pu se faire au grand portail. Ah non, ils sont Non, pas non, mais- portails, ouais.
l'accueil se fait, la SLH, c'est au niveau de la porte du bâtiment. Tout à fait. D'accord. Et puis l'autre, je pense que c'est une remarque, mais vous l'avez intégré. Comme ce règlement est dans le projet éducatif de territoire, du coup, le projet éducatif de territoire sera, entre guillemets, à actualiser avec le nouveau ça. règlement. Voilà. Christophe? Merci. Je voulais revenir sur le... on met au niveau de la cantine, les menus sont affichés. Ça, c'est pas nouveau. Mais après vérification, il faudrait qu'on déplace les panneaux, puisque depuis le début de l'année, du coup, les menus ne sont pas affichés à l'extérieur et du coup, les parents ne peuvent pas les consulter. D'accord, je vais faire remonter l'info. Vu qu'on l'a mis dans le règlement Oui, et que tout du à coup, fait. Ouais, merci. c'est ce qu'on pourrait nous dire. D'accord. Au niveau des justificatifs, j'avais déjà fait la réflexion lors du vote de l'ancien règlement. Qu'est-ce qu'on demande exactement comme justificatif, sachant que les médecins n'ont pas obligation de donner un certificat médical et que beaucoup de médecins refusent de plus en plus le certificat médical. Donc il faudrait qu'on précise réellement à un moment donné quel est le justificatif qu'on accepte. Bah, de toute façon, comme il n'y a plus de jour de carence, il n'y a plus de certificat médical, puisque le premier jour, il est pris en charge par la mairie. Donc après, les parents, ils ont le temps d'annuler les activités. Donc le premier jour, on ne demande pas de... Bah non, parce que vous Non, étiez... mais nous, on le met justificatif, c'est Ah pour oui. ça. Mais du coup, il n'y a pas de jour de carence. Donc ils perdent rien, ils ont le temps après Ouais, d'annuler ouais. pour les jours d'après. C'est une réflexion qu'on pourrait nous faire, Oui. c'est pour ça. Je voulais un dernier point, réaffirmer mon opposition au mode de calcul que nous faisons depuis 2 mandatures maintenant, et 7 mandatures, considérant que le quotient familial tel qu'il est calculé avec l'aide aux familles perçue par la CAF, ce n'est pas un revenu, et je réaffirme qu'on devrait se permettre de le retirer un jour du calcul. D'accord. Moi, j'ai pris note à la commission. Merci Isabelle. Je t'en prie. Par rapport à l'horaire, oui, pour moi, la formule que tu as formulée, moi je la verrais aussi inversement, juste faire un sondage déjà auprès des familles avant de tout bouleverser au niveau... Bah, faut que je voie déjà si c'est possible au niveau RH. Parce que si je dis aux familles, si ça vous intéresse, ils vont penser, et au moins que je sois sûre. Et après, bien sûr que je ferai un sondage. De toute façon, je pense qu'une année ne fait pas l'autre aussi, donc je pense qu'il faut peut-être voir une ça souplesse. évolue de chaque année. C'est ça, tout à fait. C'est tout pour moi. Merci. Merci Isabelle. Je propose qu'on passe au vote si vous le voulez bien, afin d'approuver le règlement intérieur de l'accueil de loisirs sans hébergement, restauration scolaire et des études surveillées qui sont jointes à la présente délibération et posées sur votre table. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie à l'unanimité. Merci. Ressources humaines, je repasse la parole à Madame Catherine Barbereau pour la modification du tableau des effectifs et création de postes. Merci, Monsieur le maire. Donc, on propose dans la délibération de créer 2 postes, un poste de classe A pour pouvoir, je dirais, remplacer notre DGS et un poste concernant le social, pour les missions sociales, donc un poste d'agent social territorial, donc, dont on est en train d'évaluer la charge de travail, donc de classe C, pour pouvoir prendre toute cette activité qui effectivement prend de plus en plus de temps et représente une charge de travail, y compris, je dirais, l'animation et la gestion du CCAS, qui va vraiment demander une personne. Alors je ne sais pas encore si elle sera à temps plein, donc on la met à temps complet, mais on n'est pas obligé du tout de la prendre à temps plein. On est en train d'estimer ce que ça va représenter avec la RH. On va estimer ce que ça représente. Voilà. Donc c'est le mécanisme habituel que vous connaissez. C'est important qu'on puisse délibérer sur ces 2 créations de postes. Vous des questions? Hervé Guise. Oui, juste pour bien comprendre la création de la catégorie A pour remplacer la directrice générale des services, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour la remplacer par rapport à une mutation, par rapport à son absence. C'est pourquoi le remplacement là? Bah, c'est lié à son absence.
Mais s'il non. a son absence et pouvoir publier une annonce ou des catégories A qui soient attractives et donc avec des catégories A. Mais je croyais que sur un titulaire, la territoriale, on ne pouvait pas le remplacer par un autre titulaire. C'était forcément un remplacement par contractuel. Parce que là, je comprends, on crée un autre poste. Il y a le poste de Madame la DGS qui est là, mais qui n'est pas tenu en raison d'une absence. Et du coup, on crée un autre poste à côté pour justement pallier l'absence. Je pensais qu'au niveau de la territoriale, on ne pouvait pas le faire, ça. Créer un poste de titulaire. En fait, il faut asseoir le contrat sur un poste qui est libre, en fait. Donc, on crée donc, la personne qu'on va recruter sera sur une catégorie A. D'accord, mais oui, j'ai bien compris. Ce qui n'est pas le cas de la DGS actuelle. Donc, elle n'est pas, comment dirais-je, en concurrence avec ce poste de catégorie A. Mais du coup, si elle revient et qu'elle reste, du coup, vous allez avoir deux DGS. Vous voyez, elle aujourd'hui, elle est DGS, mais elle est absente. Vous créez un poste catégorie A de DGS. Si elle revient et qu'elle reste, du coup, elle ne retrouve pas son poste puisqu'il y a quelqu'un qui a pris sa place. Oui, c'est ce schéma-là. Absolument. Que j'ai pas compris. Pour le moment, il s'agit effectivement de la remplacer. Il n'est pas prévu qu'elle revienne. D'accord. Oui. Oui, oui. Il est au budget à temps plein, alors qu'il y a fort à parier qu'on n'en ait pas besoin sur un temps plein. Mais on a besoin de cette catégorie sociale pour être en concordance avec ce qui manque. Sachant qu'au mois de septembre, enfin peut-être septembre, il y aura un autre conseil municipal dans lequel il y aura aussi des fermetures de postes. Je crois qu'il y a 5 fermetures de postes, je crois, qui sont enfin c'est le jeu des ouvertures-fermetures qu'on connaît de manière, on va dire, classique. Oui, Hervé Guise. Juste une dernière demande. Est-ce qu'on pourrait avoir un organigramme à date? Le dernier qu'on a, il date de juin 2024. Oui. Bon, il y a encore des chamboulements, mais on vous le fera en septembre. Quand ce sera très, très... Après les chamboulements. Plus de questions. Je propose qu'on passe au vote. Qui est contre ces créations de postes? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 7. Merci. Je repasse la parole à Catherine Barbero. Aujourd'hui, je trouve. La délibération 14, c'était concernant l'exonération de redevances pour les bourses aux jouets. Vous savez que l'année dernière, on a délibéré on a fait la même délibération. La bourse aux jouets se passant dans les salles en fin d'année. Donc on propose pour éviter peut-être même sûrement de revoter chaque année la même délibération, de la faire de manière la proroger de manière illimitée jusqu'au moment où effectivement si les choses changent, bien évidemment il pourrait y avoir une délibération rectificative. Donc en fait il s'agit essentiellement d'exonérer donc de redevances les participants à la bourse aux jouets, jusqu'à nouvel ordre. Bien sûr, les particuliers, il n'y a pas de... C'est bien de le préciser, mais c'est dans la note, je pense. Donc, c'est juste pour cela. Y a-t-il des questions? Eh bien, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, à l'unanimité, je vous en remercie. Et ensuite, communication au conseil. Alors là, c'est moi, mais il n'y a rien à dire puisqu'il n'y a rien à communiquer sur ce conseil concernant les décisions que vous connaissez prises dans le cadre de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Nous allons passer aux questions des groupes, si vous le voulez bien. Oui, Monsieur Guise. Donc, question, l'équipe Pomponne à Nouvelle-Zélande. Quels sont les coûts d'acquisition, toutes taxes et frais annexes compris, de la maison située rue du Général Leclerc dont la préemption a été votée lors du conseil municipal d'avril 2022 et quels sont les coûts connexes, entretien intérieur et extérieur, fluides, impôts et taxes supportés depuis par la commune? Donc les coûts d'acquisition
330 144 euros. Frais de notaire, 4 800 euros. Frais d'agence, 14 856 euros. Taxe foncière qui est au prorata de la date d'acquisition, donc c'est 1031 euros 42 centimes. Une assurance pour 76,81 euros. Au passage, je remercie les services pour l'extraction de ces données. Frais d'entretien, il y a eu de l'élagage spécifiquement pour 3 480 euros et il n'y a pas de consommation d'énergie sur ce site. Il n'y a pas d'abonnement d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien Non. de tout ça? Ça a été enlevé. D'accord. Merci. Quels sont les coûts et quelle est l'utilité des aménagements réalisés à l'entrée de cette maison avec il y a eu un décaissement, un empierrement et un changement de portail? Alors ces travaux que vous avez énumérés ont été réalisés pour déplacer finalement les bennes initialement positionnées à côté de la place du Mez. En fait, c'est la préparation de l'amener de la supérette en lieu et place des bennes finalement. Donc afin de commencer la création du cœur de ville. Donc les bennes seront déplacées ici. Il y a une préparation. Pourquoi tout n'a pas été fait pour l'instant? C'est qu'il y a une résurgence d'eau et il faut refaire aujourd'hui un branchement pour qu'il n'y ait pas d'eau sur le site. Le coût des travaux, 12 514,80 euros. Pour la totalité, les travaux de génie civil et puis le portail et compagnie. Oui. D'accord. Merci. Quelles sont les suites données à ce jour au rejet non conforme des eaux usées chemin d'Armoin? Alors, afin de compléter la procédure judiciaire actuellement en cours, mes services vont prendre, je crois, parce qu'ils n'ont pas, c'est aujourd'hui ou dans les jours qui suivent, vont prendre attache avec le service assainissement de Marne-et-Gondoire de manière à être accompagnés pour la mise en conformité. Merci. Comment s'est concrétisé le soutien de la mairie financier et en nature au bon déroulement du Salon d'art international qui s'est déroulé en avril? Et quels sont les montants par nature des dépenses payées et ou engagées à cette occasion par la mairie, notamment à et ou pour l'association du Cercle des artistes européens? Le soutien apporté au Salon d'art international par la mairie était évidemment le prêt des salles du 19 avril au 4 mai dernier. Financièrement, il y a eu, donc c'est le prêt des salles, hein. Financièrement, il y a eu des fleurs qui ont été achetées pour un montant de 110 euros, c'était pour au finissage, on appelle ça le finissage. Le montant de la prestation, alors vous disiez payé ou engagé, alors c'est pas payé, mais le montant de la prestation, on en avait parlé au budget culture, c'est 3 000 euros. Je précise quand même que cette manifestation participe au rayonnement de la commune de Pomponne, un peu au même titre que les journées des plantes à Jossigny pour l'agglomération. Fait rayonner par-delà nos frontières, nos petites frontières pomponnaises, cet événement. Pour bien être sûr de comprendre votre réponse, les 3 000 euros qui ont été payés par la commune, c'est pas encore. En fait, j'anticipe. Ils vont être payés. Voilà. D'accord. Et à qui? Eh bien, au prestataire. Mais qui c'est le prestataire? C'est l'association qui sera prestataire voilà. Est prestataire de l'événement. D'accord, donc l'association Cercle des artistes européens, considérée comme prestataire. Celle qui a monté, en fait, elle a monté l'événement. Et alors juste, comme ça n'a pas été attribué dans le cadre d'une subvention, quel est le formalisme contractuel pour verser cette prestation? Rémunérer cette prestation? Vous me posez une question bien précise. C'est un prestataire comme un prestataire qui d'ailleurs paye d'autres prestations à d'autres prestataires, notamment pour monter les cimaises, les éclairages, etc. Donc elle nous a fourni une exposition clé en main. Oui, mais d'accord, mais alors du coup, pour avoir les 3 000 euros, la pièce comptable, c'est une facture, c'est une convention, c'est quoi? Oui, ce sera une facture. C'est une facture? Une convention, si vous préférez. Une convention avec une... C'est pas ce que je préfère, moi, c'est juste comprendre comment le cadre contractuel avec l'association. Il y a une convention, puis une facture. C'est-à-dire qu'on signe une convention qui... Après, il faut une pièce comptable, donc... Merci.
Quand pourrons-nous prendre connaissance des bilans financiers des projets associatifs qui ont fait l'objet d'une subvention municipale en 2023 et en 2024 ? Alors j'ai demandé au service qu'ils ressollicitent pour redemander à nouveau, puisqu'on n'a pas toutes les réponses, les bilans financiers des associations dont vous parlez, puisqu'on ne les a pas. Ata avait déjà fait réponse. Ah d'accord, pardon. Non, je sais pas, moi, j'ai pas la réponse. Ah non, Catherine. Si je pose la question, c'est que j'ai pas la réponse. Je demande à avoir consulté. La dernière fois que je suis venu consulter, j'ai eu que les dossiers. C'est bien, j'ai eu les dossiers de subvention. Et j'ai fait remarquer d'ailleurs dans ma réponse, non mais pardon, j'ai fait remarquer dans ma réponse que j'avais consulté les dossiers de subvention, mais je n'avais pas pu avoir les bilans financiers 2023 et 2024, en sachant que la règle qui est donnée, hein, c'est qu'un budget, enfin un projet, lorsqu'il fait l'objet d'une subvention, à sa fin, il y a 6 mois pour présenter le bilan financier. Donc la commune devrait avoir, donc 2023, je pense que les projets sont terminés, il devrait y avoir tous les bilans financiers, surtout qu'il y a des associations, peut-être qu'on en représentait d'autres. Bon, donc moi du coup je suis en attente de pouvoir consulter ces projets, ces bilans financiers des subventions projets accordées en 2023 et en 2024. Et je vous en remercie. En l'absence de la réunion de la commission municipale de sécurité, pouvons-nous avoir un point de fonctionnement et de raccordement au centre de supervision urbain intercommunal des 45 caméras de vidéoprotection de notre commune ? Les raccordements sont en cours de réalisation, après des livraisons qui ont été tardives, on doit le dire, liées au matériel. En effet, les cartes, pour être précis, les cartes 5G ont été livrées en fin de la semaine dernière et configurées dans la foulée, donc elles doivent être en train d'être configurées. Et suite aux derniers échanges avec le prestataire Emmanuel-Grondoir, le CSUI, donc le centre de supervision urbain intercommunal, devrait être opérationnel, enfin la liaison, début juillet. Pourquoi n'avons-nous pas de connaissance des courriers adressés à Monsieur le maire et à l'ensemble du conseil municipal, que ce soit des courriers papier ou mail ? Alors, en fait, je n'ai pas compris la question. C'est-à-dire que je ne sais pas quel courrier on reçoit qui serait à destination de l'ensemble du... Des courriers pomponés, par exemple, qui nous l'ont transmis après. Donc, on sait que ça s'était adressé aux membres du conseil municipal. Et donc, alors, comme on n'était pas informés, ils nous l'ont retransmis. Donc, voilà, on a plusieurs exemples comme ça, de mails. Moi, je n'ai pas connaissance de ça, très clairement. Je n'ai pas connaissance de courrier adressé au maire et à l'ensemble du conseil municipal. Sinon, je vous le dirai et je vous dirai pourquoi. Et là, et les courriers qu'on a eus, il y avait dedans adressé à Monsieur le maire et aux membres du conseil municipal. Donc, nous, ce qu'on a reçu. Je ne mets pas en doute votre parole. Je dis juste que on n'a pas porté à ma connaissance, en tout cas, ce type de courrier. Donc, si ça arrivait, vous nous les transmettriez ? Bah oui. Très bien. Quand sera réalisée la remise en peinture de la signalisation horizontale de la route de Bordeaux ? Effectivement, cette remarque avait été discutée en commission. Donc la réfaction de la signalisation est prévue dans les prochaines semaines. C'est prévu cet été. Merci. Notamment sur la délimitation entre les deux voies, au niveau du rond-point. Cette partie-là qui est dangereuse, oui. Quel est le coût de l'intérim de la directrice générale des services, assuré partiellement par un agent du centre de gestion ? Donc le coût de l'intérim pour l'absence de notre directrice générale des services est de 56 € de l'heure. Donc c'est le centre de gestion qui... donc pour le coup c'est une prestation aussi. Il n'est pas présent tout le temps, il est présent 2 à 3 jours par semaine. Donc on peut considérer 2 jours et demi en moyenne. Ce qui représente un coût d'un peu moins de 4 000 € par mois. Merci. Pouvons-nous avoir un point d'avancement ? On peut remercier aussi, pardon, excusez-moi madame, j'en profite pour remercier aussi la contribution de l'agglomération pour nous aider dans cette mauvais passage, donc notamment par la présence de Rémi Pérez, que je remercie encore aujourd'hui. Pouvons-nous avoir un point d'avancement, donc action, réunion du comité de pilotage du projet éducatif du territoire, PEDT, voté en septembre 2024 ? Donc les actions du PEDT se poursuivent sur certains petits sujets, avec les repas intergénérationnels, l'ouverture de la LSH aux parents sur certains événements, afin de permettre aux enfants de montrer différentes expériences et créations. On l'a vu, il y a eu au moins 2 expériences comme ça où les parents étaient très contents de venir à la LSH. Pour tout vous dire, on verra à la rentrée avec les différents acteurs qui vont changer, notamment les représentants des parents d'élèves, la direction de l'école. Donc on va pouvoir reprendre avec des personnes qui se mettront autour de la table avec nous pour reprendre le PEDT. Il faut savoir combien de réunions de pilotage ont eu lieu et s'il y a des comptes rendus de ces réunions, parce que... Il n'y a pas eu de compte rendu, c'est ça ? Il y a eu des réunions. Il y a eu des réunions. D'accord.
Donc je ne peux pas vous répondre là-dessus. Prud'homme. Merci. Intempéries du samedi 3 mai 2025. 2 classes ont été fermées le 5 mai. Une entrée d'école maternelle inaccessible, un faux plafond qui s'est effondré, une installation électrique sous les eaux. Serait-il possible d'obtenir des explications sur l'analyse du pourquoi et la nature des dégradations 1 mois et demi plus tard? À la rigueur, vous pouvez lire l'ensemble de ABC, comme ça je vous répondrai globalement. Ça vous embête ou... Pas du tout. Merci. ABCD d'ailleurs, non? ABC, D. Non, ABC. Ah oui, d'accord. Oui. Okay. Monsieur le maire, la commune dispose de 5 sites pouvant accueillir du public. La majorité de votre groupe a approuvé la mise en place de diverses astreintes rémunérées, dont une astreinte de direction pour le secteur des services techniques. Quelles sont les raisons pour lesquelles aucune installation communale n'a été vérifiée suite aux intempéries? C. Pourriez-vous donner des informations sur les professionnels qui sont intervenus le 5 mai 2025 pour évaluer les dommages, ainsi que les risques potentiels, ainsi que la toiture défaillante? Merci. Donc le jour même, effectivement, il y avait donc le jour où on a observé le fait qu'il y avait des plafonds, des faux plafonds qui étaient tombés. Il y a une dizaine d'agents qui se sont rendus sur place, donc les agents à la fois de la direction et des services techniques, ainsi que des élus qui sont restés jusqu'au retour à la normale. En ce qui concerne l'hypothèse la plus plausible, et après je vous dirai qui s'est rendu sur place, c'est probablement l'engorgement des gouttières par des grêlons, on le sait, puisque pendant l'intempérie, il y a eu beaucoup de grêlons qui ont certainement dépassé le niveau du remplissage par insuffisance du débit des descentes d'eau pluviales. Alors on a demandé une analyse par l'architecte, donc qui est venu, l'architecte de l'opération, et qui est en train de proposer une solution peut-être de création d'une descente supplémentaire. Il est en train de regarder ça. C'est peut-être une solution parmi d'autres. Donc le cabinet d'architecte s'est donc rendu sur place. Ils sont venus constater les dommages et une autre entreprise est venue expertiser les dommages pour avoir un second avis. Donc une entreprise pour le coup, pas un architecte. Et un électricien est également intervenu pour remettre en sécurité l'ensemble des appareillages suite à l'inondation. Ce que je peux préciser, c'est que effectivement, concernant les sites et les astreintes, effectivement, moi je dirais plus qu'il y a une enquête qui est actuellement menée pour connaître les raisons du non-déclenchement de l'alarme, parce qu'il y a une alarme sur place. En fait, l'astreinte, par exemple, elle est venue sur la salle Simon Arnaud, mais l'alarme s'est pas déclenchée. Or moi, c'est la source de mon questionnement, c'est que le dysfonctionnement par le fait que l'alarme ne soit pas déclenchée, ça peut être un dysfonctionnement effectivement matériel, soit une mauvaise manipulation humaine, soit même l'absence de mise en marche de l'alarme. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, j'ai pas la réponse. Je pense que c'est déjà ça, ce sur quoi on doit avoir une réponse, parce que si la même manifestation se produit demain, il faut absolument que l'alarme puisse se déclencher. Donc les services sont en train de travailler dessus. Je précise quand même que lors de cet événement, grâce à l'effort collectif, la situation a été rétablie en 3 heures quand même, et qu'il y a eu maintien de la continuité du service public par l'accueil temporaire des enfants, notamment au centre de loisirs. J'ai échangé aussi avec l'inspectrice sur ce sujet, l'inspectrice de l'éducation nationale, et je dois dire que le fait que les parents aient été obligés de récupérer les enfants, pour l'inspectrice, c'est contraire aux consignes qui a été données par l'éducation nationale ce jour-là. Après, qu'il y ait alarme ou pas, je pense que vu les intempéries, il était quand même bon que, je sais pas, c'est un peu naturel de se dire, on a 5 sites sur Pomponne, je fais un tour la veille, le dimanche, ça sert à ça une astreinte, je veux dire, sans parler d'alarme, justement, on aurait pu s'interroger en disant... Je conviens de ça. Moi, j'ai dit que c'est à la fois l'alarme. Oui, non, mais c'est une alarme, ça sert à fonctionner. Oui. Et est-ce que l'alarme a fonctionné? Est-ce que l'alarme, il y a eu un report sur le téléphone d'astreinte? L'astreinte a un téléphone. En théorie, il doit recevoir le signal d'alarme quand il y en a une. Donc après, effectivement, quand il y a une intempérie, s'il y a un signal d'alarme qui est déclenché, il doit forcément se rendre sur place. On est d'accord. L'interrogation aussi, c'était par rapport à l'architecte. Tous les anciens bâtiments ont vécu le même intempérie. Il n'y a pas eu de dégâts sur les anciens bâtiments. Et du coup, ça laisse à poser beaucoup de questions par rapport
à ce qui a été fait sur la nouvelle partie, on va dire. D'où l'expertise à la fois par l'architecte et par une entreprise. Complètement indépendante de l'architecte et qui n'est pas travaillé pendant les travaux sur le... Alors, cette précision-là, je ne l'ai pas forcément. Cela dit, l'entreprise... parce que si on fait revenir le même couvreur, je veux dire, à un moment donné, le gars, il ne va pas dire j'ai fait une bourre. Non, parce que par exemple, il n'y a pas eu qu'à cet endroit-là d'ailleurs. Il y a eu l'endroit où, un ancien endroit, puisqu'il y a une classe qui est plutôt une ancienne classe, oui, avec une couverture qui a aussi subi les intempéries. Donc il regarde cet aspect-là aussi. Merci. Deuxième, c'est pas la deuxième, c'est la quatrième question du coup. La municipalité a pris la décision de ne pas facturer le repas aux familles des enfants qui n'étaient pas là le 5 mai. Nous exprimons notre gratitude pour cette mesure. Néanmoins, ne serait-elle pas discriminatoire envers toutes les familles qui ont un ou plusieurs enfants inscrits à la cantine ce jour-là? Alors, j'avoue que j'ai pas tout à fait... Enfin, j'ai peut-être pas bien interprété la question. Alors, parce qu'il y a des familles qui avaient des enfants à la cantine, et donc ils ont payé pour le repas. Ouais. Mais s'ils ont mangé, c'est normal qu'ils payent, ou pas? Non? On est là pour faire remonter les questions des Pomponais. Ah, donc, parce qu'après, il y en a qui sont revenus à 11h30 redéposer leurs enfants. Il y en a qui ont été facturés, d'autres pas facturés. Voilà. Après, est-ce que tu partages mon étonnement sur le fait qu'on puisse légitimement faire payer un repas qui est pris? J'ai pas de. D'autant plus que au milieu de la matinée, je crois que les services de la mairie, au milieu de la matinée, ont prévenu tout le monde que c'était revenu à la normale. Donc, il y a des parents qui ont apporté leurs enfants. Et qui ont payé le... Et payé ou pas, à première vue. Ah bah ouais, alors là, les parents... C'est pour ça... Bon. Nous, on a demandé à ce qu'il se fasse savoir auprès des services de la mairie en disant... alors, pardon, je ne sais pas si les services ont pris le temps de, entre guillemets, de pointer ou de fliquer les gens, je vais le dire comme ça, qui ont dit ça serait bien de rembourser un repas qui est pris, quoi. Là, il y a eu 83 demandes, hein, c'est bien ça, je crois. Hein. Il y a eu 83 demandes de ne pas faire payer les repas. Je ne sais pas de combien personnes, enfin, combien d'enfants sont concernés par ça. Donc nous, ce soir, je répéterai aux familles qui nous suivent de se faire savoir en mairie et puis après de trancher. Bah, j'avais pas connaissance de ce point-là. Je comprends mieux la question, parce que sinon sans ça, j'avais du mal à la comprendre. Mais donc tu dis qu'il y a des parents qui ont ramené leur enfant, qui étaient plus comptabilisés, je sais pas, qui ont consommé un repas qui était disponible et qui ne l'ont pas payé. C'est ça. D'accord. Oui, bah, pourquoi il y en a qui ont payé, pas payé? En fin de compte, les gens vont te dire tout de suite en disant bah nous, personne ne doit payer dans ce cas-là. Non mais. D'accord, je comprends. Je comprends, mais c'est. Ah non, mais c'est pas la conclusion. C'est pas la conclusion pour les finances de la commune. C'est pas la conclusion à laquelle on arrivera. Des familles qui ont partagé leur expérience et que du coup. Ok, compris. Alors, sécurité et prévention routière. Un panneau a été placé au carrefour de la rue des Écoles, indiquant un sens interdit et des horaires. Quelle est la marche à suivre pour respecter le code de la route? Le point a-t-il été vu en commission sécurité? Pour respecter le code de la route, cette signalisation indique l'interdiction de circuler pendant les heures indiquées, excepté les véhicules de secours, de ramassage de déchets et des services municipaux. Alors, ayant consulté la prévention routière, ça n'est pas vu comme ça. C'est pas parce qu'il y a le petit arrêté qui l'explique en petit caractère pas très loin de ce panneau-là. Là, le panneau tel qu'il est posé, c'est une interdiction totale à tout le monde de passer. Puisqu'il n'y a pas de détails expliquant les tranches horaires qui sont notifiées en dessous. À part dans l'arrêté, tu es d'accord? Ouais. Mais c'est trop petit par rapport au visuel et du coup, le seul panneau qui est pris, c'est une interdiction totale de passer par cette... Okay. Je veux bien vérifier ce point, mais à un moment donné... Ok, on va vérifier après, ce point. On le voit, par rapport au vécu, c'est difficile de le faire respecter. Les horaires ne sont pas du tout respectés depuis que le panneau a été imposé. Non mais je veux dire... Ça a été vu en c'est pour ça, il y a en commission. Il y a un flou. Les gens continuent à circuler, à stationner sur les places de stationnement aux abords des deux côtés du portail de l'école. Donc voilà, c'est un peu anarchique par rapport à la situation actuelle
et le panneau. Est-ce que les gens doivent y aller, doivent pas y aller? Il y a différents sujets. C'est ce que les gens font exprès de ne pas comprendre pour continuer à l'utiliser de la meilleure précédente. Alors, à l'heure actuelle, pour la prévention routière, pour les avoir interrogés, le panneau, c'est une interdiction totale. Même aux riverains, aux personnes qui vont à la salle multisport, sur le parking, même les enseignants. De toute façon, légalement, le sauve-riverain, il n'existe pas déjà. Donc, il n'existe pas, on le sait, sauf par motivation et validation de la préfecture. Ok, bon, on va regarder ça précisément. C'est un truc qui a été vu, on l'avait vu en commission, on l'a vu avec la PM, comme le chef de la PM qui nous a aidé à la rédiger. Hein. On n'invente pas ça non plus. Ok, on prend le point. Merci. Le voyage intergénérationnel. Est-ce que vous pouvez confirmer que le CCAS a pris en charge intégralement le voyage et nous confirmer qu'aucun critère d'éligibilité pour les participants n'a été établi par la dernière commission du CCAS? Alors, ça c'est pareil que l'autre fois, c'est que c'est un sujet CCAS. Moi, je répondrai au CCAS. La question n'est pas formulée pareil que la dernière fois, monsieur le maire. Non, je dis pas... C'est le même point. Mais... Oui, ça je sais que c'est bon. J'étais là aussi, Christophe. Non, mais ça, c'est un sujet CCAS, donc je répondrai à la question de CCAS sans Alors, il y a un flou, problème. parce qu'on l'a vu hier en commission sociale et scolaire. Ah, mais c'est pas CCAS. Ah, si. Non, à un moment donné, on le voit aussi en commission sociale et scolaire. On a parlé du prochain voyage intergénérationnel. C'est ce qu'on avait déjà fait pour celui dont je parle. Et donc, c'est là que je réaffirme que si c'est réellement un dossier CCAS, ça doit être vu en CCAS. Et il faudra réellement m'expliquer pourquoi c'est le budget du CCAS, étant donné qu'il n'y a aucune éligibilité pour les participants. Ouais, ça, j'ai compris la question. Ok, bon, on verra ça en CCAS. Et de toute façon, si on ne l'impute pas au CCAS, on l'imputera au social sur une autre enveloppe. Mais pour moi, il faut le faire. Après vérification. Oui, mais on n'est pas dans la bonne ligne budgétaire. Non, mais c'est pour ça. J'ai pas de problématique par rapport à ça. On fera ce qu'il faut pour que ce soit prévu pour. Ou sinon, mais il y a un critère d'éligibilité au voyage. Non, mais je veux dire. Non, mais tu as raison. Tu as raison. Le seul truc, c'est qu'effectivement, et pourquoi ça méritait réflexion quand même, c'est qu'on considérait que c'est pas parce que tout le monde payait pareil qu'on faisait pas du social d'intergénérationnel et que ça ne pouvait pas être considéré comme de la cohésion sociale, qui est un des sujets du CCS. Voilà. Mais j'ai compris la question. On est d'accord dans ta formulation, mais pas sur le budget du CCS. De toute façon, c'était déjà imputé à l'exercice 2025. Donc c'est un vrai sujet qu'on se reposera pour le 2026, de toutes les manières. Non, mais de toutes les manières. Ça ne sert à rien de se la poser pendant l'exercice. Mais j'ai compris. Merci. L'ordre est épuisé. Je clôt ce conseil. Est-ce qu'il y a je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ?